Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour ce webinaire sur les technologies quantiques intitulé La révolution quantique est-elle déjà en marche, organisé par le pôle Alpha RLH. Nous sommes là pour environ 1 heure 15, donc avec différents intervenants. Moi, je vais vous faire une petite introduction d'environ 5 à 6 minutes. Ensuite, nous aurons Monsieur Philippe Bouillet, directeur du laboratoire LP2N situé à Talence, qui va nous parler de capteurs quantiques à atomes froids. Monsieur Bruno Deruel, qui est le CEO de la société Nucans, société aussi bordelaise, donc spécialiste des capteurs à atomes froids. Nous aurons ensuite une intervention de Monsieur François Arnaud, maître de conférence à l'Institut de recherche XLIM à Limoges, sur les aspects de physique quantique rapportés à la sécurité. Et donc ensuite une intervention de Monsieur Johan Cusset, directeur général de la société Aurea Technologies, qui va nous parler de distribution de clés quantiques et de photonique quantique pour applications spatiales. Je passerai ensuite la parole à Madame Géraldine Andrieux de la société Blue Morpho, qui va nous présenter le sujet de InfoVenture Summit. Et donc pour finir, nous aurons un pitch de 5 minutes, une société allemande qui a été lauréate du prix Info en 2020 et qui va nous parler de technologies aussi quantiques. Ce sera la société Envision Imagine Technologies. Alors, pendant le déroulé de l'événement, du webinaire, vous pouvez poser vos questions via le chat. Nous essayerons de répondre aux questions à la suite de chaque intervention pour faciliter un petit peu la distribution des questions vers les différents intervenants. On a décidé de faire comme ça. Donc, n'hésitez pas surtout à poser des questions et on essaiera d'y répondre le plus efficacement possible. Alors, donc moi, je suis Emmanuel Fretel. Je suis responsable au sein du pôle Alpha RLH du DAS, domaine d'activité stratégique laser photonique. Je suis mis à disposition de mon entreprise, qui est la compagnie industrielle des lasers, SILAS, filiale d'Ariane Group. Et j'ai aussi un passé dans la photonique quantique, parce que j'avais fait une thèse, alors ça remonte déjà à quelques années, et sur les applications de le refroidissement d'atomes par laser pour la métrologie optique. Donc, le pôle de compétitivité, en quelques mots, Alpha RLH, donc nous sommes basés à Bordeaux et à Limoges, avec des antennes aussi à La Rochelle et à Pau. Donc, nous appuyons sur deux DAS technologiques clés, qui sont la photonique et laser d'un côté, et l'électronique hyperfréquence de l'autre. Et donc, nous déclinons ensuite ces technologies sur différents secteurs applicatifs, sur différents marchés, la santé, l'énergie, le bâtiment intelligent, l'aéronautique spatiale défense, très fort, ce qui est un secteur d'activité qui est très présent dans la région sud-ouest, la Nouvelle-Aquitaine, et communication sécurité. Et donc, vous voyez que tous ces domaines d'activité stratégiques présents au sein du pôle se rattachent tous d'une manière assez importante aux technologies quantiques qu'on peut considérer comme étant vraiment au cœur de nos activités. Alors, le pôle Alpha RLH, en quelques chiffres, donc nous sommes une association de type PLOA 1901, pôle de compétitivité. Nous fédérons autour de nous 250 adhérents en 2020, dont environ 200 entreprises, une équipe d'environ 25 personnes, deux représentations à l'international. Nous avons une personne basée en Chine, une personne basée aux États-Unis. Nous organisons une quarantaine d'événements par an, donc maintenant avec les confinements, de plus en plus de webinaires. Nous avons labellisé environ depuis le début du pôle, des pôles de compétitivité, 1250 projets pour une enveloppe de 2 milliards d'euros. Et sur ces 1250 projets, environ 590 ont été effectivement financés pour une enveloppe d'environ 1 milliard d'euros. Donc, l'action du pôle, ça a contribué à créer environ 3000 emplois directs sur la filière laser, photonique, électronique, hyperfréquence. Une centaine de startups créées aussi, en partie grâce à l'action du pôle, et une cinquantaine d'entreprises qui sont venues s'implanter dans la région Nouvelle-Aquitaine sur ces thématiques-là. Alors, les technologies quantiques, en quelques mots. Après, je passerai la parole aux entreprises et aux laboratoires qui sont quand même plus spécialistes que moi sur ces sujets-là. Donc, on identifie 4 grands volets technologiques dans les technologies quantiques. Les capteurs quantiques d'un côté. Donc là, on aura des interventions de Philippe Bouillet et de Bruno Deruel.
vraiment sur les capteurs quantiques. Nous avons aussi le volet calcul quantique, cryptographie, communication et simulateur. Alors, au niveau du pôle alpha RLH, nos activités sont quand même plus tournées vers la partie capteur quantique et cryptographie communication, parce que dans ces deux sujets-là, on retrouve quand même pas mal de photonique. Et donc, ça correspond quand même bien aux activités du pôle alpha RLH, même si on a aussi des activités sur les simulateurs et quelques-unes sur les calculs quantiques. Voilà, la force de frappe chez nous, elle est quand même plus sur ces deux axes-là. Alors, j'ai été regarder aussi les différents investissements dans les différents pays. Qu'est-ce qui s'est passé ces dernières années au niveau des plans étatiques. Donc, j'ai relu ces derniers jours le rapport Forteza qui avait été publié en 2010. Donc, on voit les premiers à avoir sorti un plan quantique. Ça a été l'Australie en 2003. La Chine s'y est mis en 2010 avec environ 10 milliards de dollars mis sur la table. Ensuite, on a eu l'Angleterre en 2013, le Royaume-Uni, pardon, les États-Unis en 2018, l'Allemagne aussi, un plan quantique européen aussi en 2018. On a vu aussi apparaître la Russie en 2019, Israël. Donc, vous voyez, toutes les grandes nations, si on a lancé un plan quantique. On pourrait aussi citer la Suisse, le Canada, le Japon, l'Autriche, les Pays-Bas, Singapour, etc. Donc, évidemment, les grandes entreprises, les grands groupes, les GAFAM s'y sont mis aussi dans cette course à l'innovation. Donc, on parle vraiment de souveraineté quantique, il y a vraiment des enjeux très importants. On pourrait citer aussi en 2017 l'annonce par la Chine de la construction d'un centre de recherche quantique dédié plus particulièrement à l'information quantique, où il y aurait 10 milliards d'euros, 10 milliards de dollars, pardon, qui ont été, qui sont en train d'être investis. En Europe, on dénombre environ 80 startups vraiment photonique quantique, technologie quantique, pardon, dont une quinzaine en France. Idem en Allemagne, environ une quinzaine, un petit peu plus au Royaume-Uni. Aux États-Unis, environ 40 startups sur ces technologies. Et donc en France, alors il y a beaucoup de laboratoires de recherche, mais on dénombre quelques centres, trois régions où où il existe des centres de technologie quantique. Donc avec un centre de gravité sur Grenoble, sur l'Île-de-France. Et Philippe Bouillet vous en parlera un petit peu plus tout à l'heure. Un nouveau centre qui est en train d'émerger en Nouvelle-Aquitaine, le Nakitis Center. Donc sur les 15 startups en France, certaines sont membres du pôle Alpha RLH, travaillent sur des sujets de photonique quantique. Donc on peut citer la société Mucans, basée sur Bordeaux, la société Aurea Technologies à Besançon. On voit aussi des choses avec Azure Light System, qui est plutôt un fournisseur de technologie pour les gens qui font de la photonique quantique. La société Kylabs aussi à Rennes, qui utilise des technologies dans ces systèmes. Et donc d'autres startups qui sont aussi très présentes dans le domaine. Donc on peut citer Candela, Pascal, Alice et Bob, etc. Alors les grands groupes s'y intéressent de plus en plus. Et ces grands groupes, c'est vraiment un pilier, une force qui pourrait soutenir et qui va soutenir l'innovation quantique et aussi aider les startups à vraiment émerger dans ce domaine. Donc au sein du pôle Alpha RLH, on a Thales et EDF qui s'intéressent à ces technologies-là, mais en France, on peut citer l'Air Liquide, Airbus, Soitec, Orano, ST Microelectronics, Total, Atos, Orange, Sanofi, etc. on va dire. Donc, on recense aussi un fonds capital risque dédié vraiment aux technologies quantiques en France, qui est le fonds Quantonation, et donc des laboratoires à la pointe dans ces domaines, à la pointe en termes de recherche. On a eu plusieurs prix Nobel en physique quantique ces dernières années en France. Donc, on peut citer au niveau du pôle Alpha RLH, donc par exemple, alors j'en ai forcément oublié, hein, vous me pardonnerez. On peut citer le laboratoire LP2N à Talence, XLIM à Limoges, le laboratoire Flamme à l'Université de Lille, l'IUMN à l'Université de Lille aussi, le laboratoire Cassler-Bruxelles à Paris, le CIRT à Paris, FEMTO-ST à Besançon, laboratoire Charles Fabry, plutôt à Saclay, etc. J'en ai oublié, vous voudrez bien me pardonner. Alors, la bonne nouvelle, hein, donc on a vu à l'instant les différents plans dans les différents pays. Donc, on est parfaitement synchronisé avec le président de la République parce que ce matin a été annoncé le plan Quantique France. Donc, c'est une très très bonne chose. Donc, il a été annoncé 1,8 milliard d'euros sur ce plan sur 5 ans, dont 1 milliard d'euros venant directement de l'État, 200 millions d'euros de l'Europe et 550 millions d'euros environ venant du secteur privé. Donc, la part de l'État sur les sujets de
quantique va passer de 60 millions d'euros à 200 millions d'euros annuels, ce qui va nous placer à la 3e place derrière la Chine et les États-Unis. Au niveau de la répartition, on aura environ 250 millions d'euros pour les capteurs quantiques, 430 millions d'euros pour les calculs quantiques et les simulateurs devraient recevoir environ 350 millions d'euros, la cryptographie 150 millions d'euros et les communications quantiques 320 millions d'euros. Le reste, 280 millions d'euros, seront dédiés à toutes les technologies connexes qui aident à faire de la technologie quantique. On peut citer la cryogénie, les lasers, la photonique, certains composés électroniques, etc. Voilà, alors les technologies quantiques, donc quelques technologies clés à la base de la 3e révolution quantique, et ensuite je passerai la parole à Philippe Bouillet. Donc la première, c'était le refroidissement d'atomes par laser, hein, qui est vraiment une technologie issue en grande partie des laboratoires de recherche français, le laboratoire Classer Bruxelles, certains laboratoires sur l'université d'Orsay, le CIRT, anciennement le laboratoire primaire du temps et des fréquences, etc. Donc, on avait eu un prix Nobel de physique à ce sujet-là, M. Claude Cohen-Tanouji en 97, qui est vraiment le père du refroidissement d'atomes par laser, en collaboration, je crois, avec Bill Phillips aux États-Unis. Donc, ça a déjà débouché sur plein d'applications, hein. Donc, la société Mucans travaille vraiment sur ces sujets-là. Les capteurs quantiques, des gravimètres absolus, les centrales inertielles, la métrologie 3 fréquences, avec les horloges atomiques qui sont de plus en plus précises grâce à ces technologies de refroidissement par laser. Ensuite, on a eu aussi l'intrication quantique et l'optique quantique. Donc, beaucoup de travaux aussi au laboratoire Classer Bruxelles, à Paris, sur le plateau de Saclay aussi. Donc, tous ces travaux sont aussi vraiment sortis des laboratoires français, avec un prix Nobel de physique sur l'optique quantique, Serge Haroche en 2012, et tout le monde connaît aussi les travaux d'Alain Aspect sur la violation des inégalités de Bell en 1982. Et donc ça a donné aussi beaucoup d'applications, cryptographie quantique, communication quantique, ordinateur quantique. Donc voilà, on verra aussi un petit peu ça tout à l'heure. Et donc on aura aussi tout à l'heure une intervention d'une société Envision, donc sur tout ce qui est impureté dans le diamant. Donc ça donne aussi des applications sur les capteurs quantiques, sur la navigation, sur l'interception des signaux électromagnétiques, etc. Voilà, alors le positionnement du pôle alpha RLH par rapport à toutes ces technologies quantiques, eh bien, nous avons placé ces technologies quantiques comme une priorité au niveau du développement des projets en particulier, de l'activité. Donc, on avait déjà présenté ça au Club Rapide DGA en 2018. Et donc, nous, ce qu'on propose, c'est d'accompagner les entreprises et les laboratoires de recherche sur ces sujets. Donc, en proposant de l'assistance au montage de projets, donc en faisant des recherches de partenaires, des labellisations, des lettres de soutien, en orientant vers les bons guichets de financement, etc. Donc, clairement, c'est une priorité de travailler avec vous sur ces technologies quantiques. Voilà, en quelques mots. Donc, je vais passer maintenant la parole à Philippe Bouillet, directeur du laboratoire LP2N, cité à Talence, tout proche de Bordeaux. Donc, Philippe Bouillet, qui est vraiment un spécialiste mondial du développement de capteurs quantiques à atomes froids. Donc, Philippe, je te passe la parole. Merci beaucoup, Emmanuel. Alors, je vais la caméra, mais je crains que ma caméra ne fonctionne pas. Voilà, vous ne me voyez pas. Donc, je vais l'arrêter. Merci de cette transition. Merci aussi au pôle d'organiser cet événement qui, de circonstances, est à une journée qui est très importante pour le développement des technologies quantiques en France. Emmanuel a pu le mentionner. Je vais vous présenter ici juste un des volets, un des piliers des technologies quantiques et un des volets de ce pilier qui sont les capteurs quantiques. Ce sont les capteurs quantiques à base d'atomes froids, en vous présentant un peu les diverses applications, et vous aurez par la suite, dans l'intervention de Bruno, une occasion de voir un peu plus en détail le concret de ces capteurs. Donc, comme Emmanuel l'a introduit, l'origine, je dirais, tout part de la capacité que l'on a aujourd'hui, en utilisant la lumière laser, à refroidir des atomes à des températures très très basses.
Donc on parle souvent du micro-Kelvin, du nano-Kelvin, c'est-à-dire le millionième de degré au-dessus du zéro absolu, voire moins. Ce sont des températures records qu'on ne peut pas atteindre autrement qu'avec ces techniques. Et à ces températures, la physique quantique vous dit que les atomes ne sont plus véritablement des particules matérielles, comme on a tendance à les décrire et les connaître habituellement, mais des ondes de matière. Donc ce sont des ondes, ou plutôt des paquets d'ondes, c'est-à-dire une zone assez diffuse, comme une impulsion d'ondes de matière, un peu similaire à ce que serait une impulsion laser en photonique. Et en fait, c'est ces mêmes lasers que l'on va utiliser pour éclairer ces ondes de matière. En allumant et en éteignant des faisceaux laser, on va pouvoir manipuler ces ondes de matière et créer un des objets qui est à l'origine, on va dire, de la deuxième révolution quantique, telle que l'on appelle. Ce sont des superpositions quantiques d'ondes de matière. En fait, le laser va dédoubler l'onde de matière, en créer une réplique parfaitement identique, avec une toute petite différence. Une partie de cette onde de matière va partir vers le bas, et l'autre partie qui aura été dupliquée va partir vers le haut. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça vient du fait que la lumière elle-même est capable de pousser une partie de cette onde de matière et pas l'autre. Et cette superposition quantique est à l'origine de la fabrication des capteurs quantiques dont je vais vous parler par la suite. On va en fait multiplier ces opérations. On va typiquement le faire 3 fois. Une première fois où on va créer une première réplique de cette onde de matière qui va s'éloigner, une deuxième fois où on va créer des répliques qui se rapprochent, et une troisième fois où on va remélanger tout ça. Alors, quand on regarde cette photo et que maintenant on trace un petit peu les trajets ou les rayons des ondes de matière associés à ces trajets, on retrouve quelque chose qui ressemble à ce que les opticiens ont l'habitude de voir très souvent, un interféromètre. Ici, c'est un interféromètre utilisant non plus de la lumière, comme ce que l'on utilise habituellement, ou des ondes, mais des ondes de matière ou des particules matérielles. Donc on parle d'interféromètre à ondes de matière, ou plus communément d'interféromètre atomique, utilisant des atomes froids. Alors là, il y a une différence majeure avec la lumière, c'est que la matière qui est utilisée pour faire ces interféromètres, elle a un poids, elle tombe, par exemple, sous l'effet de la gravité. Et si j'ai fait ce type d'interféromètre dans le plan vertical, comme c'est sur l'image ici, en fait, les atomes vont tomber, ça veut dire que l'interféromètre va être finalement déformé par un effet inertiel. Et on peut ensuite généraliser cette sensibilité aux effets inertiels à tout type d'effet inertiel, que ce soit une accélération comme l'accélération de la pesanteur, que ce soit une accélération liée par exemple au mouvement des objets, ou que ce soit une accélération liée à la rotation des objets. Donc on parlera dans ce cas-là d'accéléromètre pour l'accélération des objets, de gravimètre pour la mesure du champ de pesanteur, et de gyromètre pour la mesure de la vitesse de rotation. Alors, ce qui est intéressant, c'est que cette déformation va entraîner en fait un déphasage. Ça, c'est le principe de base d'un interféromètre. Et ce déphasage, on peut le calculer très facilement. Et il est lié à 2 paramètres importants qui ont été utilisés pour faire cet interféromètre. Le temps qui sépare les impulsions laser utilisées et la longueur d'onde laser utilisée pour manipuler ces ondes de matière. Ce sont 2 paramètres que l'on contrôle extrêmement bien. Donc, ce qui est assez admirable lorsqu'on voit ça, c'est que l'équation a l'air assez simple, et je vous assure qu'elle est vraie. Alors, il y a des facteurs correcteurs que l'on peut calculer qui vont le rendre encore plus précis. Et les paramètres qui la dirigent sont des paramètres extrêmement bien contrôlés. Le temps est très, très bien connu, et la longueur d'onde lumineuse aussi est très bien connue. Ça veut dire que grâce à ces appareils, et grâce donc à la superposition quantique qui est à l'origine de ces interféromètres à ondes de matière, on obtient des objets qui sont à la fois extrêmement précis, extrêmement sensibles et extrêmement exacts. Donc on a ici par exemple les différentes phases que l'on va utiliser pour faire un interféromètre à ondes de matière. On va, comme je l'ai dit, refroidir les atomes, choisir ceux qui nous intéressent, faire une succession de faisceaux lumineux et puis les détecter grâce à des techniques qui sont simplement liées à éclairer en fait la sortie et regarder les atomes qui traversent la lumière avec laquelle on a éclairé les sorties. Donc ces interféromètres sont extrêmement exacts, et ça, c'est quelque chose que l'on utilise, par exemple, dans la définition du temps. Emmanuel a parlé des horloges à atomes froids. Le principe est assez proche de celui que je viens de décrire, et il permet de réaliser des horloges qui dérivent de moins d'une seconde en des dizaines, voire des centaines
de millions, voire des milliards d'années. Donc on a une horloge qui définit le temps de manière absolue. Le fait que ces appareils soient aussi très précis, c'est-à-dire que la mesure que l'on va faire à un instant donné va rester la même, ne va pas dériver, ne va pas avoir des erreurs supplémentaires qui s'accumulent au fil du temps, nous donne par exemple des perspectives d'utilisation en navigation où la dérive de la mesure peut être extrêmement dramatique et est souvent corrigée par le fait qu'on peut se recalibrer en position, soit en utilisant des références extérieures, soit en utilisant par exemple un GPS. L'enjeu ici est de faire de la navigation sans GPS ou sans utiliser le GPS pendant plusieurs jours. Et enfin, la troisième propriété qui est cette sensibilité qui permet de mesurer des toutes petites variations. En fait, on peut typiquement mesurer des variations du champ de pesanteur qui vont être à 100 à 1000 fois plus faibles que celles qui sont liées au mouvement des marées. Et ça va permettre de détecter des petits défauts sous terre sans avoir besoin de creuser, ou pour, par exemple, détecter des ressources naturelles comme de l'eau ou du pétrole, ou observer, vous aurez l'exemple plus tard, des variations de masse qui pourraient être les précurseurs de catastrophes naturelles. Alors, ces appareils, on va les utiliser pour différentes applications. La première application en tant que scientifique, c'est d'essayer de pousser cette sensibilité de plus en plus loin pour essayer de détecter des nouveaux phénomènes. Et on a, avec ces instruments, accès aujourd'hui à des sensibilités formidables qui nous permettent, par exemple, dans ce projet qui est un projet qui a été soutenu par le plan le plan d'investissement d'avenir il y a une dizaine d'années pour construire sous terre ce type d'interféromètre et essayer de détecter des ondes gravitationnelles qui sont par exemple, dont l'origine est par exemple la collision de deux trous noirs. La sensibilité est telle qu'on va pouvoir mesurer ces toutes petites perturbations de l'espace-temps et peut-être accéder comme ça à des informations sur notre univers. Donc, il y a beaucoup de sujets à ce niveau-là. Et dans ce cas-là, effectivement, on va construire des gros appareils. Ici, vous avez un exemple d'appareil qui fait une dizaine de mètres. Et l'objectif est d'en construire un qui va faire plus d'une centaine de mètres, 500 mètres sous terre. L'autre application de ces capteurs, c'est véritablement de les utiliser dans des environnements mobiles ou hors du laboratoire afin de réellement utiliser les propriétés pour des domaines d'application directe. Un des premiers domaines, donc c'est la partie gravimétrie, le fait que l'on puisse mesurer des petites variations du champ de pesanteur de manière très précise, nous permet aujourd'hui d'envisager de faire des cartographies de la gravité extrêmement précises en utilisant par exemple un gravimètre à atomes froids que l'on va embarquer sur un bateau, dans un avion, voire dans un satellite. Alors pourquoi c'est important d'avoir cette cartographie de la gravité ? Premièrement, cette cartographie nous donne une référence. Et si on est capable de la faire régulièrement, on va pouvoir voir comment cette référence évolue. Et ça nous donne des informations, par exemple, sur le remplissage des nappes phréatiques, sur la densité des masses de glace, sur la densité des matériaux. Mais ça peut aussi nous donner des informations en tant que cartographie sur des endroits où la gravité est différente de ce que l'on pense qu'elle est. Et dans ce cas-là, c'est un endroit où il peut y avoir des ressources. Enfin, cette cartographie de gravité est aussi quelque chose qui peut être utilisé pour se repérer dans l'espace, puisque finalement, c'est une cartographie que l'on comprend très bien et qui peut nous permettre de savoir, pour un champ de pesanteur donné, à quel endroit on se trouve. Alors, un deuxième domaine d'application de cette gravimétrie, et je pense que Bruno Deruel aura l'occasion de vous en parler aussi, c'est d'utiliser cette capacité de regarder finalement ce que l'on ne peut pas voir pour prédire des catastrophes naturelles. Donc, une des études qui est faite actuellement, c'est de regarder si, avant qu'un volcan entre en éruption, il y a des montées de masse de magma importantes. La masse de magma modifiant fortement la gravité, on doit pouvoir la mesurer. Et cette capacité de voir le magma arriver avant finalement qu'il sorte du volcan peut nous permettre à la fois de comprendre comment les volcans fonctionnent, ça c'est le côté scientifique, mais aussi de prédire qu'un volcan va ou ne va pas avoir une éruption imminente et donc de prévoir, par exemple, l'évacuation des populations proches des villes. Donc on voit ici un enjeu finalement dans la surveillance de notre Terre, en général, extrêmement important avec ces capteurs, voire même des réseaux de capteurs extrêmement sensibles, mais non seulement sensibles, mais qui peuvent aussi fonctionner pendant des années sans avoir besoin d'être calibrés ou sans avoir besoin d'être corrigés. Alors comme je l'ai mentionné, il y a aussi
une perspective importante dans l'amélioration de notre système de navigation. Donc l'enjeu ici est effectivement non pas d'utiliser les systèmes de navigation que l'on utilise de manière le plus commun, y compris nous avec notre téléphone portable aujourd'hui, c'est-à-dire le GPS. Le GPS étant basé sur notre capacité à regarder et à obtenir des informations de satellites donc on doit déjà être à l'extérieur. Et puis si la couverture nuageuse est trop importante, le satellite peut moins bien fonctionner. Et enfin, si le satellite ou si les satellites tombent en panne ou pour d'autres raisons sont arrêtés, alors on ne peut plus se diriger. On doit donc, dans ce cas-là, uniquement utiliser l'information locale, l'information sur l'appareil avec lequel on est de notre mouvement, et cela se fait avec des centrales inertielles qui mesurent l'accélération et l'orientation de l'appareil qui se déplace. Donc, l'orientation se fait avec des gyromètres, l'accélération avec des accéléromètres, et bien entendu, la position résulte dans une opération qui revient à intégrer pendant très longtemps ces mesures, et si ces mesures dérivent ou deviennent inconnues à cause d'erreurs qui sont dans les appareils, alors le positionnement sera extrêmement imparfait. Aujourd'hui, typiquement, un système de navigation extrêmement performant vous permet de repérer votre position à une échelle de l'ordre de la centaine de mètres ou du kilomètre sur quelques heures. Ça veut dire qu'un avion sans GPS, sans radio-navigation, est incapable, par exemple, de décoller de New York et d'atterrir à Bordeaux en étant sûr d'avoir la piste d'atterrissage. Donc l'enjeu ici, c'est d'améliorer ces dispositifs, et ce sont des travaux qui sont poursuivis au laboratoire, dans lesquels on va en fait recalibrer en interne les centrales de navigation classiques qui sont extrêmement performantes à leur niveau. Mais si on peut la recalibrer avec des systèmes quantiques, on va dans ce cas-là limiter la dérive de ces dispositifs sans avoir besoin d'aller regarder dehors. Alors, donc, on a ici un enjeu qui est clé, mais l'enjeu d'application, en particulier si on pense à la navigation, mais pas que, il est non seulement d'avoir des appareils extrêmement performants, vous avez un exemple ici d'un système 3 axes, mais aussi des appareils qui vont être de plus en plus petits et intégrables dans des dispositifs qui vont des gros bateaux jusqu'aux petits avions, voire des téléphones portables, même si cette dernière version est très ambitieuse. Et ça, c'est tout l'enjeu du développement de ces capteurs quantiques. Donc, si je veux terminer en faisant un petit peu d'histoire, comme Emmanuel l'a mentionné, dans les années 80, 90, au moment où Claude Cohen-Tanucci, Bill Phillips et Steve Chu ont eu leur prix Nobel, on venait de découvrir le refroidissement laser, et au même moment, on était en train de réaliser les premières expériences de capteurs quantiques qui permettaient déjà de démontrer le fort potentiel et la forte sensibilité de ces systèmes. Malheureusement, l'expérience ressemblait plutôt à l'image que vous avez ici en haut à gauche. Donc souvent, lorsqu'on faisait visiter les laboratoires, la première question qu'un béotien demandait, c'est si tous les éléments optiques qui sont sur cette table étaient véritablement nécessaires, parce qu'il y en avait des dizaines et des dizaines. Alors ce qu'il faut imaginer, c'est que effectivement ici, on a une vue éclatée d'un système quantique. Si on devait avoir la vue éclatée d'un ordinateur, on aurait beaucoup plus d'éléments que ça, et c'est la miniaturisation qui a fait que l'ordinateur aujourd'hui peut être intégré dans un téléphone portable ou dans une montre. Donc il a fallu finalement pratiquement 30 ans pour développer les technologies qui permettent à la fois d'intégrer et de réduire. Donc vous avez ici en 2010, lorsqu'on a démarré les dispositifs, et en 2020, lorsqu'on est capable de les intégrer et de les vendre, la réduction de ces tables en quelques boîtiers, sachant que la table ici, on cachait aussi toute la partie électrique qui est à l'intérieur du boîtier du gravimètre de Mulquens, mais on a pu aussi tester cette intégration dans des environnements divers et variés. Vous avez ici, par exemple, l'exemple d'utilisation d'un capteur quantique dans un avion un petit peu particulier. C'est l'Airbus de Novespace qui décolle de Mérignac et qui nous permet de tester aussi des configurations spatiales. Vous avez ici les expérimentateurs qui sont en microgravité. Donc l'enjeu des capteurs quantiques aujourd'hui, il est de continuer à pousser ces performances et d'aller plus loin dans l'intégration de manière à pouvoir finalement répondre aux besoins d'un marché beaucoup plus important. Et l'ambition est effectivement de réduire, et si demain on pouvait avoir un capteur quantique avec cette qualité-là sur l'équivalent d'un microcircuit, alors les capteurs quantiques pourraient avoir un domaine d'application beaucoup plus large. Alors c'est dans cette optique, et pas que, puisque le centre que l'on souhaite mettre en œuvre, que l'on va mettre en œuvre en Aquitaine, mais c'est dans cette optique
que l'on a finalement lancé avec l'Université de Bordeaux, l'Université de Limoges, le CNRS et l'Institut Multigraduate School, le soutien et le partenariat du pôle Alpha RLH et le soutien de la région Nouvelle-Aquitaine, un centre d'innovation en technologie quantique, dont un des piliers, ce sont les capteurs quantiques, mais dont un des autres piliers est aussi l'intégration d'une supply chain, c'est-à-dire le travail nécessaire pour intégrer toutes les fonctionnalités nécessaires à faire marcher ces capteurs. Donc ce centre qui est en train d'être lancé, puisque la région a déjà accepté d'être un partenaire important dans cette opération et qui devrait être annoncé au début du mois de mars ou dans le courant du mois de mars, suivant le calendrier. Et je crois que David va reprendre la main à propos de ce centre. Voilà. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Alors, merci Philippe. Donc, on a quelques questions. Alors, la première qui vient de Monsieur Philippe Galera. Bonjour. Alors, attends, je vais la lire, excusez-moi. Voilà. Quels axes pour réduire le volume du dispositif? Est-ce un gros consommateur d'énergie? Alors bon, donc, en fait, le cœur, je dirais, le cœur qui fait battre un capteur quantique, il est photonique. Donc la grosse partie, et puis la grosse partie de la technologie qui va consommer de l'énergie et qui va aussi prendre de la place, c'est notre capacité à produire la lumière qui va manipuler ces dispositifs. Alors il y a d'autres parties aussi qui sont aussi très importantes, comme le fait que les atomes doivent être dans le vide, etc. Mais eux ne vont pas consommer beaucoup d'énergie, mais risquent de limiter la taille, mais pas du tout dans les dimensions que l'on a aujourd'hui. Donc les axes de réduction de ce volume, c'est d'utiliser de plus en plus de dispositifs d'optique intégrés, de rationaliser les fonctions, de simplifier les fonctions optiques à l'extrême. C'est un travail qui a déjà été fortement avancé, par exemple par Muquans. Bruno aura l'occasion d'en parler, mais qui est un travail en continu. Je pense que la réduction et l'amélioration est aujourd'hui un effort d'ingénierie et de recherche et de disruption important. D'accord. Alors, j'ai une deuxième question. Quel est l'avancement des projets Atom on a Chip? Alors, c'est une très bonne question. Donc, on a aujourd'hui effectivement des dispositifs utilisant ce que l'on appelle des puces atomiques, ou en d'autres termes des microcircuits qui vont reproduire un certain nombre de fonctions que l'on réalise habituellement, soit avec des systèmes laser, soit avec des systèmes électriques macroscopiques. Les systèmes marchent, les performances que l'on obtient aujourd'hui avec ces systèmes à puces ne sont pas encore complètement conformes, par exemple, aux ambitions que l'on peut avoir lorsqu'on fabrique un gravimètre, puisque là, l'avantage, c'est que les atomes sont loin de tout, donc ils sont isolés de toute perturbation et ils peuvent nous fournir une mesure très précise. Cela dit, les projets avec des systèmes à puces atomiques peuvent être très intéressants pour la navigation, où les performances n'ont peut-être pas besoin d'être aussi importantes, si ce n'est la performance de stabilité dans le temps, et c'est du travail qui est actuellement en cours. D'accord, merci. Alors, j'ai deux fois la même question, donc Lucas et Hervé Floch. Voilà, donc on va la poser une seule fois du coup. Ouais. Quel est le coût moyen d'un tel dispositif? Comment faire pour réduire le coût et rendre cette techno accessible? Donc le coût moyen, je laisserai Bruno répondre, tout en insistant sur le fait que le travail effectué avec Muquans, qui avait déjà été un travail de rationalisation technologique ou d'épurage de l'architecture technologique, a permis d'atteindre un coût compétitif par rapport au marché sur ce type de produit. La réduction des coûts, alors là, je suis pas un industriel expert dans le domaine, mais elle passe à la fois par ce que j'ai dit avant, c'est-à-dire rationaliser les architectures, être capable, à travers un travail aussi de recherche avancée, vous savez, de simplifier le système. C'est-à-dire que lorsqu'on fait un premier capteur quantique, on va utiliser 6 faisceaux pour refroidir les atomes, 2 faisceaux pour les manipuler, 2 faisceaux pour les mesurer, un faisceau pour faire autre chose. Et finalement,
on fait un petit peu comme l'expérience du chien à quatre pattes. On lui enlève une patte et on voit s'il tient encore. Et tant qu'il tient, on continue à enlever des pattes. Donc là, c'est un petit peu ce qu'on fait aussi. On enlève des faisceaux laser et tant qu'on est capable encore de faire marcher le système avec les mêmes performances, on continue à enlever des faisceaux. Et ça permet de rationaliser l'architecture. Donc ça, c'est un travail continu que l'on fait et qui permet aujourd'hui de réduire la complexité du système. La vraie échelle de coût, elle passe par le volume. Aujourd'hui, par exemple, les technologies que l'on utilise sont des technologies dont beaucoup sont liées, sont issues des technologies de télécom, et on bénéficie de ce volume pour avoir pu avancer dans la rationalisation. Il y a des briques technologiques qui ne sont pas aujourd'hui sur des marchés de volume et qui donc restent chères, et c'est par ce travail-là qu'on réussira à réduire, à obtenir les volumes qui permettront de rationaliser les coûts de production de ces technologies de pointe. Mais je pense que c'est un problème général à la photonique, en fait. D'accord. Merci Philippe. Donc, il y avait d'autres questions, mais malheureusement, on n'aura plus le temps de les prendre, parce qu'il y a encore d'autres interventions derrière. Donc, voilà, elles sont en tout cas notées dans le chat. Donc, veuillez nous excuser en tout cas pour ça, pour les personnes qui n'auront pas leur réponse, en tout cas aujourd'hui. Je suis désolé, j'étais trop bavard, c'est pour ça. Donc, je vais passer maintenant la main à Bruno Deruel, donc, qui est donc le CIO de la société Mucans, donc société basée en Nouvelle-Aquitaine, à Talence, et donc qui est spécialiste mondial, en n'ayant pas peur de le dire, des capteurs utilisant des atomes refroidis par laser. Donc Bruno, je te passe la main. Voilà. Très bien, merci Emmanuel. Écoutez, bonjour à toutes et à tous. Alors moi je voulais commencer par remercier les organisateurs pour avoir organisé donc ce webinaire et puis aussi pour nous donner l'opportunité de présenter nos travaux. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Mucans, je pense qu'il n'est pas inutile de faire quelques rappels par rapport à l'histoire de notre société. Donc la première chose à savoir, c'est que Mucans fait partie des pionniers dans le domaine de l'industrialisation des technologies quantiques. Voilà, c'est un projet qui a démarré en décembre 2009 et qui a conduit à une création officielle de la société en 2011, donc il y a une dizaine d'années. Alors peut-être pour l'anecdote, ce qu'il faut savoir, c'est que à l'époque, il y a beaucoup de gens qui considéraient que ce projet c'était de la folie et ils prévoyaient un abandon rapide et un échec rapide de la société, et force est de constater que on a réussi à prouver qu'il était possible d'industrialiser ça, et évidemment le contexte aujourd'hui est très différent et on le voit au travers de l'annonce qui a été faite du plan quantique national. La deuxième chose à savoir, c'est que dans le cas de Mucans, et je pense que c'est vrai également pour toutes les sociétés qui travaillent dans le domaine des technologies quantiques, la proximité avec le monde de la recherche académique est absolument centrale. On est quand même très proche de la recherche fondamentale, des concepts scientifiques les plus avancés. Et dans notre cas, c'est vrai que rien n'aurait été possible sans les activités de recherche qui ont été menées par Arnaud Landragin au CIRT et par Philippe Bouillet au LP2N depuis le début des années 2000. Donc la création de Mucans, c'est vraiment quelque chose qui s'inscrit dans une activité de recherche à très long terme, et il faut vraiment beaucoup de temps pour faire mûrir ces technologies. Ce que je veux aussi dire, c'est que au moment de la création de l'entreprise, le soutien d'Alphanov a été extrêmement précieux pour nous permettre de créer la société dans de bonnes conditions et de commencer à démarrer notre programme de développement technologique sur de bonnes bases. Et ils font partie des gens qui nous ont beaucoup aidés pendant les premières années de la société. Alors depuis 2011, il s'est passé beaucoup de choses. La société s'est bien développée et on a aujourd'hui une trentaine d'employés, 15 docteurs, ce qui souligne encore une fois la proximité avec le monde de la recherche, qui rassemble toutes les compétences scientifiques et techniques qui sont requises pour mettre en œuvre ces technologies quantiques. Voilà, vous savez que la nature a horreur de se comporter de manière quantique et il faut vraiment la pousser dans ses derniers retranchements pour bénéficier, pour mettre en exergue ses comportements. Donc voilà, il y a vraiment besoin de beaucoup de compétences très pointues pour réussir à mettre en œuvre ces technologies et industrialiser, et les industrialiser pour arriver à différents types de solutions opérationnelles. Donc concrètement, Mucans, c'est une société qui est spécialisée dans les mesures de précision, qui exploite beaucoup l'utilisation d'atomes refroidis par laser. Mais je vais me focaliser aujourd'hui sur les capteurs quantiques de gravité. Donc, vous avez ici une photo de notre gravimètre quantique absolu, voilà, qui s'appuie sur un développement technologique d'une dizaine d'années.
Je pense qu'il est intéressant de rappeler le principe de fonctionnement, même si Philippe a présenté plus en détail ce principe. Mais bon, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est à la fois très simple et très compliqué. C'est très simple parce que finalement, ce qu'on fait, c'est une expérience de pomme de Newton. Hein. On prend un objet et puis on le laisse tomber et on mesure l'accélération subie par cet objet en chute libre dans une enceinte à vide. Et c'est très compliqué parce que l'objet, la masse de test qu'on utilise, c'est un nuage d'atomes refroidis par laser à 1 microkelvin, ce qui ne se fabrique pas tout seul. Et on va exploiter le caractère ondulatoire de ce nuage d'atomes pour construire un interféromètre atomique qui va être sensible à la gravité. Et c'est là où ça commence à devenir très complexe sur le plan scientifique et à faire intervenir des concepts qui sont extrêmement pointus. Donc concrètement, vous voyez que c'est un instrument qui est composé de 2 éléments. Le premier qu'on voit apparaître sur la droite de la photo, c'est la tête de senseur. C'est là-dedans qu'on vient trouver notre enceinte à vide, c'est là où on va piéger, refroidir les atomes et les laisser tomber pour faire la mesure de gravité. Et ce que vous voyez sur la gauche de la photo, c'est le système laser et toute son électronique de contrôle qui va nous permettre de générer les faisceaux laser qui vont être nécessaires à la manipulation des atomes pour la mesure de gravité. Donc pour répondre à quelques questions qui ont été posées, je dirais que aujourd'hui la consommation de puissance utile de cet instrument, c'est de l'ordre de la centaine de watts. Alors aujourd'hui, avec cette version-là, on a besoin de plus que ça parce qu'il est encore nécessaire de thermaliser ce système laser et de le climatiser. Mais voilà, à terme, je pense que ce dont on parle, c'est des consommations de puissance de l'ordre d'une centaine de watts à peu près. Prix de vente 450 000 €. Donc évidemment, c'est une solution qui reste très chère, qui est compétitive. Philippe a bien fait de le souligner. Alors voilà, ce que je peux dire rapidement de cet instrument, c'est qu'il permet de faire des mesures absolues de gravité de manière continue, avec un très bon niveau de fiabilité et de robustesse. On est capable de faire tourner l'instrument en continu sur des durées de plusieurs mois. Et en termes de performance, alors on mesure G à mieux que le microgal. Alors ça parle évidemment pas beaucoup à la plupart d'entre vous, mais un microgal, c'est 10-9 G. Ça veut dire que quand on fait une mesure de G, on est capable de dire, voilà, à cet instant, à cet endroit, à cet instant précis, petit G égale 9,807 256 75 mètres par seconde carré, donc 8 chiffres après la virgule. C'est vraiment de la très très haute précision. Et je crois que un autre point qui est important de souligner, c'est qu'on a vraiment démontré notre capacité à avoir un instrument qui est fiable et robuste, qui est capable de fonctionner sans maintenance, qui est facile à utiliser, ce qui est quand même un peu inattendu pour un système aussi complexe, et qui est compatible avec une utilisation sur le terrain. Donc, à propos des applications, Philippe en a parlé. L'idée générale, c'est à partir de la loi de Newton, utiliser la valeur de petit g pour remonter à un monitoring des masses ou des fluctuations de masse dans le sous-sol. Donc, c'est un instrument qui est utilisé par les géophysiciens. Donc, plusieurs exemples d'applications sont présentés ici sur cette planche. Un exemple qui est particulièrement emblématique, c'est l'utilisation de cet instrument pour la vulcanologie. Et vous avez ici une photo d'un de nos AQG qui a été déployé à proximité du sommet de l'Etna. Et l'idée, c'est vraiment de faire un monitoring des masses sous le volcan pour essayer d'anticiper des éruptions volcaniques. On utilise également cet instrument pour des expériences d'hydrologie ou de géologie. Donc là aussi, l'idée, ça consiste à essayer d'évaluer le niveau des nappes phréatiques, donc je dirais la quantité d'eau qui est sous nos pieds à partir d'une mesure de G en surface. Alors, pour parler des avancées, je voudrais citer le travail qu'on est en train de mener sur le développement d'un gravimètre quantique différentiel. Donc vous avez ici une photo de notre prototype. Alors là, le principe est assez simple en fait. Ça consiste à prendre 2 gravimètres, à les placer l'un sur l'autre, à faire des mesures simultanées, de manière à être capable de remonter en même temps à la mesure de gravité et au gradient vertical de gravité. Donc c'est ce qui est fait dans cet instrument et c'est la raison pour laquelle la tête de senseur notamment est beaucoup plus grande que celle de notre gravimètre. Alors pourquoi est-ce qu'on veut faire ça ? Écoutez, pour le dire simplement, dirons que la mesure de petit g nous permet d'accéder à un monitoring de grande masse à des profondeurs importantes, alors que la mesure du gradient va nous permettre d'avoir une bien meilleure sensibilité sur des masses plus faibles à une plus faible profondeur. Donc pour illustrer ça,
C'est ce qu'on voit sur la planche suivante. On a fait une petite expérience qui vise à démontrer la faisabilité de ce concept. Donc le principe de cette expérience, ça consiste à positionner une centaine de kilos. Donc là, vous voyez, on a une caisse dans laquelle on a de la fonte, des transformateurs, des plaques de marbre qu'on vient rapprocher de la tête de senseur. Et l'expérience en soi, elle est très simple. On fait une mesure du gradient, on rapproche le chariot avec les masses, et on voit qu'on les détecte. On éloigne le chariot, on vient à la valeur nominale, on rapproche le chariot, et voilà, vous voyez qu'en quelques minutes, on a une capacité d'aller détecter à distance une masse de l'ordre de la centaine de kilos, quelques dizaines de kilos à une distance de quelques mètres. Et là, c'est un instrument qui va nous permettre d'offrir une capacité accrue pour une imagerie du sous-sol, par exemple, à détecter des tunnels, des petites cavités, peut-être même des tuyaux bouchés. Donc voilà, c'est un peu ce qu'on va chercher à faire avec cette nouvelle génération de capteurs quantiques. Voilà, donc ce que je peux dire en conclusion, alors souvent la question qui est posée, c'est quelle va être la première application opérationnelle des technologies quantiques. Écoutez, la réponse, elle est simple à notre niveau. Elles sont déjà commercialement disponibles. Donc voilà, il est tout à fait possible d'acheter un gravimètre chez Mucans. On en a livré 4 l'année dernière. On a un carnet de commandes qui est bien rempli pour l'année 2021. On a clairement une technologie qui présente un avantage compétitif par rapport aux technologies concurrentes. Et voilà, on a déjà acquis une très grosse expérience industrielle pour l'utilisation de ces technologies sur le terrain. Et puis on a également plein d'idées pour préparer l'avenir, avec le gravimètre différentiel dont je vous ai parlé, avec le développement d'un gravimètre marin qu'on est en train de mener en collaboration avec l'ONERA, et puis tout un travail qui vise effectivement à améliorer la compacité de ces instruments, réduire la consommation électrique, réduire les coûts également, ce qui constitue un enjeu pour accroître l'utilisation de ces technologies. Voilà ce que je voulais vous dire, et je vous remercie de votre attention, et je vais essayer de faire de mon mieux pour répondre à vos questions. Merci Bruno pour cet exposé. Donc, alors, il y a quelques questions. Alors la première, je vais la publier. Est-ce que tu la vois? Moi non. Alors, je vais essayer de la lire. Du coup, voilà, Voilà, c'est bon, ouais, la voix. de latence. Alors, écoutez, sur la compatibilité des capteurs avec le mouvement, ça dépend. C'est-à-dire que l'AQG que j'ai présenté, il est vraiment développé pour une utilisation en fixe. Et si vous le mettez sur un bateau ou même sur un chariot, ça va mal se passer. Je pense que il y a une telle sensibilité au mouvement, aux vibrations que voilà, on aura un fonctionnement qui sera pas satisfaisant. En revanche, il est tout à fait possible de faire évoluer le design de cet instrument pour avoir un fonctionnement en environnement en mouvement. Donc Philippe en a parlé avec l'expérience ICE, où on arrive à faire fonctionner un capteur interférométrique dans l'Airbus 0G du CNES et de Novespace, et on travaille donc sur le développement d'une version marine qui, elle, va être tout à fait compatible avec une mesure dans un environnement qui est quand même très mouvementé. D'accord, merci. Alors, on a le temps pour une deuxième question. Voilà, donc le taux de rafraîchissement des mesures en gravimétrie posé par Mathieu. Écoutez, là aussi, c'est des paramètres sur lesquels on a une certaine latitude. Donc, avec le gravimètre statique que j'ai présenté, on fait environ 2 mesures par seconde, mais il est tout à fait possible de modifier le design de l'instrument pour avoir des fréquences de rafraîchissement bien plus élevées, ce qui est effectivement important quand on veut faire une mesure embarquée. Donc là, on peut aller jusque 10 Hz, voire quelques dizaines de Hz, ou même la centaine de Hz si nécessaire. Alors voilà, tout ça, c'est des questions de compromis. On va perdre en sensibilité. Et, il faut vraiment regarder comment tout ça s'équilibre pour satisfaire les objectifs de performance. D'accord, merci Bruno. Alors, j'ai plus de questions, donc on peut passer du coup à la présentation suivante. Donc, Monsieur François Arnaud, maître de conférence au laboratoire XFLIM. Donc maintenant, on va passer plus sur un volet. Donc là, vous avez compris, sur les capteurs. Nous allons maintenant passer plus sur un volet cryptographie, sécurité des données. Donc, Monsieur François Arnaud, donc je vous laisse la parole.
Oui, bonjour, vous m'entendez bien? Enfin, donc voilà, bonjour, merci de m'avoir invité pour cette séance. Donc moi je travaille donc à Limoges, au laboratoire XLIM, donc je suis maître de conférence, je fais de l'enseignement et de la recherche sur la cryptographie depuis bien longtemps et depuis quelques années, je me suis particulièrement intéressé à l'aspect quantique de ces choses-là. Donc je vais essayer, bon bien sûr, mon exposé va être bien plus théorique que ce qu'on a vu jusqu'à présent. Je vais essayer de vous rappeler, de voir l'aspect sécurité, qu'est-ce que peut apporter la physique quantique à la sécurité. Donc voilà. Alors je vais d'abord un peu vous rappeler ce que c'est que la cryptographie, déchiffrement, et puis en particulier l'échange de clés. Et ensuite je dirai ce que le quantique change dans tout ça. Et puis je terminerai sur la génération d'ADA, qui est quelque chose qui est important, qui est amené à se développer. Donc voilà. Donc, bon, je pense que vous savez un peu tous ce que c'est que la cryptographie. Donc, j'ai mis un petit schéma de cryptographie à clé secrète, un truc standard. Donc, on a donc le schéma général. On a une donnée à transmettre. Alors, ça peut être un document, un contrat, ça peut être une vidéo, ça peut être un programme informatique, ça peut être n'importe quelle donnée. Donc, quelqu'un encodé d'une certaine façon. Donc, qui est en clair. Et puis, on veut le chiffrer. Alors, ce que l'on veut, c'est la confidentialité, hein, c'est que ce message soit transmis de manière secrète sur un canal dans lequel il y a plein d'attaquants. Donc, il y a une opération de chiffrement. On a besoin d'une opération de chiffrement. Donc, c'est une opération mathématique, c'est un algorithme qui prend en entrée donc le message que l'on veut transmettre. Donc, et puis aussi une clé, quelque chose de spécifique à la paire de personnes, l'expéditeur et au destinataire, donc quelque chose de aléatoire en fait, quelque chose un secret surtout. Donc on va chiffrer ce truc-là, et une fois chiffré, on obtient une donnée chiffrée qui va être transmise sur le canal que vous voulez, sur Internet, sur le réseau téléphonique. Et donc quelqu'un qui est intéressé par vos communications, va pouvoir obtenir le texte chiffré, mais bien sûr il restera inintelligible pour lui, et donc le secret sera préservé. À l'arrivée, bien sûr, il faut faire l'opération de déchiffrement pour retrouver le texte original, la valeur, le texte utile obtenu par le récepteur. Et là aussi, on a besoin d'une clé. Et donc, ce genre de schéma, bon, ça existe on fait ça depuis 2000 ans. Jules César faisait ça. Probablement, ça existait avant. Donc, où il y a une clé qui, a priori, dans les temps reculés, la clé était la même. Le secret, ce secret nécessaire pour chiffrer et déchiffrer était le même pour chiffrer et déchiffrer. Et on a donc besoin d'une clé secrète partagée, quelque chose de cette clé qui va être connue seulement de l'expéditeur et du destinataire et par personne d'autre, et qu'il faut bien arriver à transmettre. Alors bien sûr, pour que ce truc marche, il faut que soit que les deux personnes se soient préalablement rencontrées, ou utiliser quelqu'un de confiance qui a transmis la clé d'une personne à l'autre, donc ça pose un problème de logistique. Comment remettre en main propre, ne pas utiliser cette fois-ci un réseau téléphonique, un réseau Internet, comment faire pour que cette clé soit partagée par deux personnes et par personne d'autre. C'est ça la difficulté. Donc, ensuite, dans les années 70, tout a changé avec l'apparition de la cryptographie avec les publics. Tout a changé parce que avec RSA, dont vous avez entendu parler, le système RSA, qui est un système de chiffrement avec les publics, et puis d'autres systèmes, on a pu faire des protocoles où la clé de déchiffrement et la clé de chiffrement n'est pas la même. Et donc, ça change tout au point de vue de la distribution de clés, parce que la personne qui a la clé de chiffrement, du coup, peut être publiée sur un canal public, peut être publiée sur un annuaire, tout le monde peut y avoir accès, et donc ça résout le problème de la distribution de clés. Alors, il y a plein de protocoles qui sont basés là-dessus. Donc, RSA, tout le monde entend parler, Elgamal, qui est une variante. Il y a aussi des protocoles qui font de la signature.
Et puis il y a des protocoles spécifiques qui font de l'échange de clés, qui sont justement ce qu'on aurait besoin, enfin ce dont on a besoin, ce que l'on peut utiliser pour apporter ce dont on a besoin pour le schéma précédent, la planche précédente. On a besoin de clés partagées. Bon, il y a un protocole spécifique Diffie-Hellman qui fait ça. Il y a différents protocoles qui utilisent des courbes elliptiques ou d'autres objets mathématiques. Et tous ces protocoles, des années 70 jusqu'à il n'y a pas longtemps, avaient une sécurité qui est basée sur des problèmes algorithmiques. Alors, des problèmes algorithmiques, ce sont des problèmes mathématiques, typiquement, ce sont la factorisation ou le logarithme discret. Donc, ce sont des problèmes dissymétriques dans leur complexité. C'est-à-dire qu'à la base, vous avez une opération qui peut être très simple. Vous prenez deux nombres vous prenez deux nombres et vous faites le produit. Ça, n'importe quelle machine peut faire ça, voire un humain s'il est assez patient. Par contre, aller dans l'autre sens, à partir d'un produit, retrouver les deux facteurs, c'est une opération qui est mathématiquement tout aussi bien définie, mais par contre, algorithmiquement, c'est très difficile de la faire. Il y a vraiment une dissymétrie entre les deux sens. À deux nombres premiers associer le produit, ou alors au produit associer les deux nombres premiers. Il y a une dissymétrie en pratique. Comment réaliser en un temps raisonnable, comment réaliser avec une machine puissante, comment réaliser cette opération. Et cette dissymétrie, c'est ce qu'exploite la cryptographie à clé publique. Donc il y a plusieurs problèmes, la factorisation, le logarithme discret, qui présentent ce genre de dissymétrie, et qui ont permis de faire naître la cryptographie à clé publique, et qui ont permis de faire naître toute la technologie qui est actuellement sur sur Internet, le commerce, la sécurité dont vous avez entendu parler, les protocoles, les SSL, je ne sais quoi. Enfin, bon. Tout est basé sur ces choses-là. Voilà. Alors, j'ai mis en exemple, excusez-moi, je ne veux pas vous faire peur. C'est le protocole, c'est un échange de clés, l'échange de clés Diffie-Hellman dont on a parlé. Donc, il est hors de question que ce sont des formules mathématiques finalement pas très compliquées, mais ce qu'il faut voir là-dedans, c'est qu'il y a deux personnes qui veulent partager une clé pour l'utiliser après dans le système de chiffrement du début, par exemple, de la première planche. Donc Alice choisit un petit a qui est un nombre aléatoire, Bob choisit un petit b qui est un nombre aléatoire, et puis ils font des opérations que je ne vais pas détailler. Mais à la fin, Alice sait calculer un certain b puissance a qui est qui a une valeur k, une valeur numérique, et Bob va calculer de manière différente en faisant a puissance b, va calculer la même valeur numérique. Ce qui est important, c'est que c'est la même. Donc ce secret va être partagé. À la fin du protocole, les deux vont obtenir la valeur de k qui va pouvoir leur servir de clé, et pourtant sur le réseau, la valeur de k n'a pas transité, il y a seulement a et b. Donc voilà un problème typiquement, un problème algorithmique. Est-ce qu'à partir de ces données, en particulier grand A et grand B, est-ce qu'on peut retrouver K? C'est un problème algorithmique qui est reconnu comme difficile. Alors ce protocole s'appelle le protocole de Diffie-Hellman, donc sécurité est basée sur ce problème que je viens de citer, qu'on appelle bien sûr le problème Diffie-Hellman, qui est plus ou moins équivalent au logarithme discret. En tout cas, c'est un problème difficile que l'on ne sait pas résoudre. Et la plupart, une grande partie de la sécurité sur Internet, des téléphones, est basée sur ce protocole ou des choses qui ressemblent à ça. Donc voilà, voilà. Et alors, ce qui est important là-dedans, alors ça marche très bien, ça marche très bien. Par contre, les problèmes sur lesquels est basée la sécurité, il faut qu'ils restent difficiles. Ils sont difficiles, visiblement difficiles, parce qu'on n'arrive pas à les résoudre, et c'est tant mieux pour la sécurité. Par contre, on n'a jamais réussi à prouver qu'ils étaient difficiles. Ça, c'est quand même un problème. Il y a toujours un peu cette épée de Damoclès qui pend sur la clé publique. Est-ce que, par hasard, qu'un jour, on pourra casser ce truc-là et donc réduire à zéro toute la cryptographie, clé publique, réduire à néant tous les protocoles existants? C'est toujours une crainte que l'on peut avoir. Alors, ça c'est tout ce qui est classique, c'est la cryptographie classique. Et il y a l'apparition du quantique qui vient interférer là-dedans. Et qu'est-ce qu'apporte le quantique? Alors le premier rapport du quantique, alors d'un point de vue de la sécurité, il y a un côté négatif en fait. Le premier rapport, c'est un danger. L'ordinateur quantique représente un danger pour la sécurité actuelle, parce que l'ordinateur quantique, ça n'existe pas encore, donc on est un peu là pour en discuter, mais ça n'existe pas à grande échelle en tout cas. Il y a des tentatives
il y a des progrès, mais l'ordinateur quantique à grande échelle n'existe pas encore. Mais s'il existait, il mettrait en danger, enfin, il mettrait gravement en danger, s'il existait à grande échelle, s'il était suffisamment développé, il mettrait en danger, en grand danger, la cryptographie actuelle. Donc, bon, j'ai mis quelques dates. En 85, on a défini ce que c'était qu'un ordinateur quantique universel. On s'est rendu compte que c'était différent d'un ordinateur classique. Hein, le modèle qu'un ordinateur quantique pouvait faire plus de choses qu'un ordinateur classique, donc il faut le modéliser. En 94, c'est l'algorithme Shor. Ça, c'est un algorithme très célèbre qui permet justement de casser, avec un ordinateur quantique, qui permet de casser des clés RSA, donc de factoriser, hein, retrouver les deux nombres premiers dont j'ai parlé tout à l'heure, donc qui permet vraiment de casser des clés RSA, ce que l'on cherche à faire depuis longtemps de manière classique, mais l'algorithme de Shor permettrait de le faire de manière polynomiale, donc efficace, avec un ordinateur quantique suffisamment performant. Il permettrait aussi de casser le logarithme discret et à peu près tout ce qu'on peut, enfin beaucoup de choses en tout cas que l'on peut imaginer en cryptographie à clé publique. Alors on est encore loin des tailles suffisantes. Hein. En 2001, IBM a mis sur le marché, enfin présenté un ordinateur qui a 7 qubits. Qubit, c'est l'unité d'information de l'information quantique. Intel passé en 17. On peut trouver une proposition à 17 qubits. Le Google Sycamore 53 qubits dont on a entendu parler il y a 1 ou 2 ans. Et puis, surtout, en 2016, le NIST, hein, le bureau de standardisation américain, s'est franchement inquiété, fait passer une annonce, dit RSA a de fortes chances, pourrait être cassé, en fait, on va dire, d'ici 2030, et donc il y a vraiment une inquiétude à avoir à ce sujet-là. On ne sait pas de quoi ça l'avenir sera fait. Donc ça, c'est pour l'aspect négatif, mais bien sûr, il y a des aspects nettement plus positifs derrière. C'est que l'échange de clés, dont je vous ai parlé tout à l'heure de l'échange de clés Diffie-Hellman, qui était largement utilisé pour faire de la sécurité, faire de la cryptographie avec les publics, et bien en fait, on peut en faire avec des méthodes purement quantiques. Donc les gens ont commencé à se rendre compte de ça donc en 84, c'est Bennett Brassard en BB84, avec un protocole assez simple. Non, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais un protocole assez simple, on envoie des photons suivant des polarisations différentes, donc en fait c'est fait avec de la lumière, c'est des photons polarisés, ça peut se transmettre dans des fibres optiques, ça peut se transmettre en air libre, il y a plusieurs possibilités pratiques. Et avec cette méthode-là, Alice, qui est à gauche, peut choisir une clé et l'envoyer à Bob, ou en tout cas communiquer avec Bob de manière unidirectionnelle pour qu'à la fin, ils obtiennent tous les deux une clé partagée. Et cette fois-ci, la sécurité n'est plus basée sur des problèmes algorithmiques que l'on ne sait pas faire ou qu'on suppose ne pas savoir faire. Cette fois-ci, la sécurité est basée sur des postulats physiques. Et les postulats physiques, c'est le postulat de la physique quantique, hein, les postulats physiques, les postulats qui font marcher la physique quantique. Et il est difficile de ne pas croire à ces postulats, parce que la physique est le monde est quantique, on le vérifie tous les jours, ça se montre expérimentalement, plus ou moins. Donc, des postulats auxquels on peut difficile de renoncer, et donc la sécurité est basée là-dessus, et non plus sur des hypothèses algorithmiques. Donc ça, c'est vraiment un pas qualitatif, hein. Il y a quelque chose de complètement différent cette fois-ci. La sécurité ne pose pas sur des hypothèses ad hoc, mais vraiment sur quelque chose de solide. Enfin, c'était solide, hein. La sécurité de RSA, c'est très étudié, c'est quand même très solide, mais il y a quand même un risque à long terme. Et là, le risque n'est plus du tout le même, hein. C'est basé sur des postulats physiques qui sont éternels, en quelque sorte. Donc, ça permet de chiffrer des données, hein. Si je reprends la première planche, une fois qu'on a une clé assez longue, on peut chiffrer des données de manière parfaite. OTP, c'est One Type Pad, c'est le masque jetable, c'est un truc qui permet de masquer complètement le message clair avec la clé, donc de telle manière que si on ne connaît pas d'informations sur la clé, vraiment l'attaquant ne peut trouver absolument aucune information sur le clair, donc c'est une sécurité idéale. Donc tout va bien pour la sécurité. Et puis donc en complément, pour préciser, donc bien sûr il y a des attaquants qui vont vouloir écouter
essayer d'intercepter la clé. Intercepter la clé, ça veut dire plus tard intercepter la valeur, le message chiffré. Donc il y a des attaquants qui vont vouloir intercepter la clé. Intercepter, c'est donc mettre un appareil de mesure, quelque chose. Et en physique quantique, une mesure, ça perturbe nécessairement l'état transmis, et ces perturbations, elles vont être inévitablement détectables, inévitablement. Donc, l'attaquant, s'il est présent, on va pouvoir le détecter et dire ça marche pas, et il y a un problème, et il faut relancer la clé, etc. Et sinon, on est sûr qu'il n'y a pas d'attaquant et tout va bien. Donc, c'est vraiment important. Ça permet d'atteindre des sécurités, niveau de sécurité qu'on ne pouvait pas imaginer avant. Bon, celui-là, je vais passer un peu vite, c'est juste pour dire qu'il y a d'autres protocoles que BB84, celui-ci qui utilise des paires intriquées, des paires de photons intriqués qui sont, donc c'est un protocole symétrique, bon, voilà. Bon, alors, et par contre, donc, l'échange de clés, donc, c'est fonctionnel et commercialisé. Alors, là, j'ai mis les plus anciens, ID Quantique, une société suisse, Toshiba, qui fabrique ce genre de device et qui les vend, qui commercialise ce genre de device. Mais bon, maintenant, comme on a vu dans les exposés précédents, il y a pas mal d'initiatives en France aussi, donc, et puis on va en avoir de plus en plus. Donc, c'est quelque chose qui est qui est vendu, qui est commercialisé et qui marche bien et qui est utilisé en grandeur réelle. C'est quelque chose de tout à fait fonctionnel. Et bon, il n'y en a pas partout, hein, c'est pas encore. Il n'y en a pas encore dans mon ordinateur sur mon bureau, il n'y en a pas encore sur tous les sites web, mais c'est quand même, c'est plus complètement futuriste. Alors j'ai mis une dernière partie plus spécifique, un peu ce que l'on fait un peu à Limoges, enfin moi ce qui m'intéresse un peu ces derniers temps, mais qui est important en sécurité, donc je l'ai pas fait complètement de manière gratuite, hein, c'est loin de là. C'est la génération d'aléas. Il faut savoir que les nombres aléatoires, il y en a partout en crypto, hein. On a dit des clés, mais des clés, on en a besoin tout le temps. Donc, pas seulement pour faire des communications pérennes, mais aussi à chaque fois qu'on a un échange avec HTTP en HTTPS ou je ne sais quoi, on a une clé de session qui est générée. Donc tout le temps, il y a des nombres aléatoires qui sont créés. On en a besoin tout le temps. On en consomme énormément. La sécurité consomme énormément des nombres aléatoires. Et en fait, la physique classique, si vous y réfléchissez, la physique classique n'est pas du tout aléatoire. La description de la physique classique masque en fait les gens qui ont fait pendant des siècles dans la description de la physique ont cherché à masquer l'aléa et dire non, il n'y en a pas, le monde est déterministe. Hein. Si vous avez une pièce de monnaie, vous tirez à pile ou face avec, mais il y a toujours un physicien qui va vous dire, et il a raison, que en modélisant complètement le mouvement de la pièce de monnaie, en connaissant exactement les conditions initiales, en connaissant exactement les turbulences de l'atmosphère, on va pouvoir exactement prévoir si ça va tomber sur pile ou sur face. Donc en fait, le monde classique est totalement déterministe. Bien sûr, il faut vraiment être très précis sur les conditions initiales pour arriver à déterminer si ça va tomber sur pile ou sur face. Donc en pratique, on arrive à faire de l'aléa, ou plutôt du pseudo-aléa, c'est-à-dire quelque chose qui ressemble à l'aléa mais qui n'est pas aléatoire, qui a l'air aléatoire parce qu'il nous manque d'informations en fait. Et c'est ce qu'on appelle du pseudo-aléa. La physique quantique, la physique classique, pardon, nous permet de générer du pseudo-aléa. Par contre, en physique quantique, l'aléa est vraiment au cœur de la théorie. Donc quand vous avez donc ici c'est un bit quantique, quand vous avez un bit quantique, c'est une superposition de deux états, donc des zéros, on les note souvent 0 et 1. Alors on a mis un chat de Schrödinger, donc un chat mort et un chat vivant. Donc vous avez une combinaison linéaire de ces deux états de base, et puis vous avez deux coefficients qui sont des nombres complexes. Et ces coefficients nous donnent des probabilités quand on fait une mesure. Si je fais une mesure, je vais obtenir une valeur classique, 0 ou 1, mais je ne sais pas rien. Enfin, non seulement je ne sais pas, mais la nature ne semble pas savoir si ce sera des 0 ou des 1. On va obtenir 0 avec une certaine probabilité qui dépend de alpha, et 1 avec une autre probabilité qui dépend de bêta. Et là, il y a vraiment, au fond de la théorie, il y a quelque chose de purement aléatoire.
Et donc, le statut de l'ALEA change complètement en physique quantique. Et alors, pour terminer, on peut faire encore plus que ça. Donc, bon, ça, je vous ai dit un peu. On peut faire des expériences. Si c'est une boîte quantique avec une entrée qui est une entrée binaire, et puis on a une sortie binaire, on en a une autre, on met quelque chose pour les empêcher de communiquer. Et en faisant certaines mesures, beaucoup de mesures, là, ce sont des espérances, on peut faire beaucoup de mesures, il faut faire des mesures empiriques, enfin, c'est une espérance empirique, il faut faire des moyennes sur suffisamment de mesures, et en calculant une certaine quantité, eh bien, on peut être sûr que les nombres générés, les A et B, sont aléatoires. Alors, la qualité de l'aléa, c'est ce qu'on appelle, c'est mesuré par une grandeur qu'on appelle l'entropie. L'entropie est grande quand l'aléa est grand. Par contre, si vous avez une pièce de monnaie qui est biaisée, qui tombe très souvent sur pile et pas souvent sur face, par exemple, eh ben, elle aura une faible entropie. Donc l'entropie, c'est ce qui nous dit s'il y a beaucoup d'aléas ou pas, et donc on veut qu'il y ait beaucoup d'aléas, parce qu'on a besoin de beaucoup d'aléas, et en tout cas on veut une borne inférieure sur l'aléa, et on a des moyens empiriquement d'estimer l'aléa. On a une formule un peu qui n'est pas si compliquée que ça, enfin qui est celle-ci, qui nous permet de minorer l'entropie. On sait que sous certaines expériences, il y a de l'aléa qui est généré par la nature. Et ça, c'est vraiment très important pour qui veut faire de la cryptographie, parce que, voilà, puisque cet aléa est généré aléatoirement, il est clair que personne ne peut le prévoir, parce qu'il est vraiment inventé, entre guillemets, par la mesure quantique à ce moment-là. Voilà, je crois que c'était mon dernier transparent. Je merci de votre attention. Merci, Monsieur Arnaud, pour votre présentation. Alors, je ne vois pas de questions. Alors, peut-être que ça viendra avec Johan Cusset, parce que le sujet est quand même très proche. Donc, du coup, on va passer donc à la présentation de Auréa Technologies. Donc, société membre du pôle Alpha RLH, basée à Besançon, et qui est spécialiste de la génération de clés quantiques en utilisant des technologies photoniques. Et donc, Johan va nous parler de photonique quantique prête pour l'espace. Johan, je te laisse la main. Merci, bonjour à tous. Merci tout d'abord, merci à Emmanuel et à toute l'équipe d'Alpha RLH de nous permettre de participer à ce webinaire sur les technologies quantiques. Et donc la question est, la révolution quantique est-elle en marche? Alors bien sûr, on répond oui. Et Auréa en fait déjà partie. Donc on va juste dans un premier slide revenir un petit peu sur qui nous sommes pour ceux qui nous connaissent pas. Donc, comme l'a dit Emmanuel, on est une PME basée à Besançon, fondée il y a 10 ans, un petit peu comme Mucans à cette période. Voilà, on compose d'une quinzaine de personnes, principalement également des PhD ou des ingénieurs en photonique et en électronique. Et donc, nous, on est spécialisé dans vraiment l'ingénierie quantique et on propose à nos clients des blocs de base pour réaliser des expériences ou réaliser des transmissions alors en QKD, donc comme l'a dit l'intervenant précédent, en cryptographie quantique, ou des expériences plus fondamentales en optique quantique et faire des expériences aussi de génération de qubits, par exemple. Et donc, on propose différents blocs qui sont la génération de photons, donc je vais y revenir par la suite sur les sources de photons intriqués, mais également de la détection de photons, ou de l'électronique pour faire du traitement du signal et de la synchronisation de ces différents éléments-là. Et donc, on a une société Deep Tech et une société qui est fortement innovante. Donc, on essaie de faire développer nos produits et de les faire évoluer quasiment en continu et on est souvent récompensé pour ça. Et là, ça fait 2 années de suite où on est nominé comme finaliste pour le Prism Award. C'est un prix par la société SPI aux États-Unis. Donc, on a voulu axer cette présentation sur les technologies quantiques pour l'espace. Donc, on voit bien qu'aujourd'hui, les technologies quantiques sont en pleine expansion. Le président de la République vient de faire une annonce sur le plan français qui sera développé à partir de 2021. Donc, ça va encore accélérer la révolution quantique. Et donc, quand on parle de technologie quantique, comme l'a dit Bruno juste avant, on parle souvent d'ordinateur quantique, c'est ce qui vient en premier. Et comme on l'a dit également précédemment, l'ordinateur quantique est une menace pour la sécurité des communications entre États
ou des communications Internet, par exemple. Et paradoxalement, les technologies quantiques sont aussi la solution pour sécuriser ces données et s'extraire de la menace des futurs ordinateurs quantiques qui par leur puissance de calcul, vont arriver dans les prochaines années et surpasser la sécurité classique. Donc, une des solutions, c'est la cryptographie quantique. Donc, c'est de l'échange de clés entre un émetteur et un récepteur. Donc, un échange de clés, et cette clé va être utilisée pour crypter des données. Mais l'avantage de cette... je vois plus ma présentation. Voilà, merci. Donc en fait, je reprends le fil. Donc ces éléments donc cette clé secrète, voilà, je vais y arriver. Cette clé secrète va être utilisée pour crypter des données qui vont être échangées sur des canaux classiques entre un émetteur et un récepteur. Mais l'avantage, c'est que cette sécurité est basée sur des principes physiques et non pas sur des puissances de calcul. Et donc la QKD, il y a différentes sociétés qui ont proposé déjà des systèmes de QKD sur des réseaux fibrés. Donc ça existe déjà depuis une bonne dizaine d'années. Par contre, il y a une limitation, c'est la distance. Ces systèmes fonctionnent maximum à 100, voire maximum 200 km sur fibre optique. Donc ça limite l'utilisation. Et donc, une des possibilités est de passer par des transmissions satellites. Donc, c'est pour aller plus loin et pouvoir faire des échanges de clés sécurisées continentales et entre différents continents. Donc, depuis une dizaine d'années, donc c'est ce qu'on voit sur ce transparent. Il y a différentes missions qui ont été lancées, que ce soit en Chine, différents pays européens ou asiatiques, pour essayer de transmettre des clés cryptées entre deux éléments terrestres, mais en utilisant des satellites comme émetteurs ou récepteurs et à différentes orbites. Alors, je reprends une petite seconde parce que du coup, la présentation était décalée. Voilà, hop. Donc, si on fait un focus maintenant sur les différentes missions qui ont été lancées pour, donc, le but, je le rappelle, c'était générer des clés de cryptage avec des distances de plusieurs milliers de kilomètres. Donc, il y a la Chine qui a lancé en 2017 un premier système. Donc, ils ont vraiment mis dans un satellite une source à photons intriqués. Ils l'ont lancé et donc, ce satellite envoie simultanément 2 photons intriqués à 2 bases terrestres et ces 2 bases terrestres utilisent ces 2 photons intriqués pour générer des clés de cryptage sécurisées et pouvoir communiquer entre elles. Donc, cette technologie était vraiment très intéressante. Ça a au moins montré la faisabilité de la technologie par satellite, de QKD par satellite. Par contre, ça reste sur des taux de répétition assez faibles, donc des débits faibles et une masse quand même assez importante. Donc, depuis quelques années, il y a différents autres acteurs qui ont lancé différents systèmes, donc plutôt typés CubeSat, donc vraiment des satellites de plus petite taille pour peut-être par la suite faire des constellations, où là, ils ont essayé de faire des expériences d'intrication quantique, mais au sein même du satellite. Et donc, je précise que voilà, l'autre solution serait, j'ai oublié d'en parler juste avant, serait d'utiliser des quantum répéteurs, c'est-à-dire qu'au sein de la fibre optique, de répéter l'information. Ça, c'est un axe de recherche qui est en cours, mais c'est encore pas assez abouti. Donc, la meilleure solution qui est actuellement, c'est d'utiliser vraiment les transmissions par satellite pour augmenter la transmission de clés sécurisées à travers le monde. Et donc, tout ça pour en venir dans toutes ces actions que je viens de montrer précédemment. Donc, l'ESA a lancé il y a maintenant 2 ans un programme SAGA qui a pour but, qui est partie intégrante d'un projet qui s'appelle EuroQCI, qui est vraiment pour renforcer la sécurité des transmissions de données au niveau du continent européen et surtout sécuriser les transmissions étatiques. Et donc aussi bien terrestre que spatiale, mais donc l'ESA s'est emparé de la partie spatiale et lance depuis l'année dernière des projets pour développer leur propre
leur propre système de transmission de clés cryptées par satellite, donc européen, pour garder une souveraineté au niveau de ces communications. Et c'est là que Auréa donc intervient. Donc, on a été choisi par l'Agence spatiale européenne, donc l'ESA, pour développer donc une source à photons intriqués de haute performance. C'est le projet IQFOS qui démarre début 2021. Et dans ce cadre de ce projet, Auréa est Prime Contractor, donc c'est nous qui gérons le projet. Et le but, et ce qu'on a proposé, c'est de proposer une source à photons jumeaux ou une source à photons intriqués. Donc on va émettre des photons jumeaux. Ces photons jumeaux, comme j'expliquais, vont être envoyés à deux bases terrestres qui vont l'utiliser. Alors on va utiliser la polarisation du photon. Je ne rentre pas dans le détail. Et ces deux photons vont être utilisés pour générer une clé de cryptage. Elle va être générée à peu près comme on l'a mis juste sur le transparent à 10 bits par seconde. Et ces deux bases terrestres vont pouvoir communiquer de manière sécurisée avec plusieurs milliers de kilomètres. L'originalité de notre proposition et qui a été retenue par l'ESA, c'est d'utiliser une longueur d'onde qui est à 450 nanomètres, qui est une longueur d'onde télécom. Tous les autres systèmes qui ont été développés jusqu'à maintenant à travers le monde étaient plutôt à 800 nanomètres. Nous, on a choisi cette autre technologie à 450 nanomètres pour différentes raisons. Une des principales, c'est d'utiliser des composants qui sont proches du télécom, des composants fibrés, qui peuvent être facilement transposables, on pense, dans un satellite. Voilà, donc on est vraiment très fiers de ce projet et on va travailler pendant un peu plus d'un an sur ce projet pour proposer à l'ESA, dans le cadre d'un système de laboratoire et futurement un système qui pourrait être spatialisable dans les 3 ans à venir. Donc, donc la technologie qu'on a proposée dans le cadre de l'ESA est une technologie qu'on a déjà développée depuis 5 ans maintenant. Donc, c'est un petit peu comme l'a dit M. Bouillet précédemment. On est parti, où les labos sont partis, comme vous voyez sur ce transparent, d'un système qui tenait sur une table optique. Donc, ce système, c'est vraiment de la génération de photons intriqués, donc qui tenait sur une table optique. On a travaillé, nous, avec des éléments télécom, des éléments fibrés et de l'électronique intégrée pour essayer de compacter tout ça et d'avoir une solution clé en main et qui tient dans une boîte qui fait à peu près 30 par 30 cm par 15 cm de haut. Donc ça, c'est déjà un premier grand pas. Et ce système est déjà vendu à différents laboratoires de recherche pour faire des systèmes de QKD en laboratoire ou des expériences en optique quantique. Donc ça, c'était la première génération qui a été lancé il y a 3 ans maintenant. Et à partir de 2020 et maintenant 2021, on passe sur une nouvelle génération. On travaille actuellement chez Auréa sur une nouvelle génération, qui est une génération qui sera plus intégrée, donc plus industrielle, et vraiment typée pour les réseaux télécoms terrestres, donc plus compact, à 450, qui pourra être adapté au réseau de télécommunications. Et, comme vous l'avez compris, avec le programme ESA, une déclinaison spatiale de cette source à photons. Donc, on a 2 projets actuellement sur cette source à photons, qui est le projet Calypso pour les réseaux terrestres télécoms et le projet IQFOS avec l'ESA. Le projet Calypso est un programme INOV d'investissement d'avenir au niveau français. Et donc, si je rentre un petit peu plus dans le détail sur comment on génère les photons jumeaux, donc ça c'est vraiment la source de photons, c'est vraiment le cœur du système de cryptographie quantique. Donc vous avez souvent l'émetteur et les 2 récepteurs et l'échange de clés entre les 2 récepteurs. L'émetteur, c'est la source de photons jumeaux. Donc nous, on a choisi une technologie intéressante qui est fibrée, typée télécom, en utilisant des guides d'ondes PPLN périodique. Donc PPLN, c'est périodiquement inversé, donc sur du niobate de lithium, et grâce à un laser de pompe de quelques milliwatts, on génère 2 signaux, 2 photons, intriqués, donc qui sont orthogonaux, si on parle de la polarisation, et qui ont les mêmes caractéristiques. Et donc, sur quoi on a vraiment travaillé, et on est vraiment leader au monde là-dessus, c'est vraiment un système qui travaille à température ambiante, de faible encombrement, et on utilise vraiment des composants qui sont
le plus possible télécom et facile d'utilisation qu'on trouve dans le commerce. Et donc pour terminer, voilà, donc là sur cette présentation, j'ai axé principalement sur la source à photons, mais on a tout un développement également sur la détection de photons, donc qui est à base de photons d'avalanche, où donc vraiment on peut proposer à nos clients vraiment tous les building blocks essentiels pour faire un système de QKD complet, l'émission, la réception, le traitement de l'information, l'électronique de synchronisation. Donc voilà, on a pas mal de projets qui sont en cours en ce moment et on est ouvert à différents partenariats avec des grands industriels pour les aider à développer des systèmes de QKD, que ce soit spatial ou terrestre. Merci beaucoup pour votre attention. Là, je peux répondre à vos questions, il n'y a pas de problème. Et si vous avez des questions un petit peu plus spécifiques sur des applications défense et spatiale, mon collègue également, Benjamin Page, vous pouvez le contacter directement. Merci, Johan. Je vous en prie. On a 2 questions. Alors, j'arrive pas à les publier, je ne sais pas ce qui se passe sur la plateforme. Alors, la première, sinon, je les vois, Emmanuel, si besoin. Alors, jusqu'à quelle distance peut-on envoyer des photons intriqués pour la première? Pardon, j'ai pas. Alors, alors voilà, effectivement, c'est une bonne question. Alors, pour les applications, sur les applications donc sur fibre optique, c'est ce que je disais, c'est maximum 100 km maximum. Par contre, pour des échanges donc par satellite, voilà, on arrive à des atténuations de 50 à 60 dB. C'est encore, ça fonctionne encore pas trop mal. Et donc, ça nous permet d'avoir un satellite sur une orbite moyenne. Alors, je connais pas les kilomètres, mais ce qu'on appelle une orbite moyenne. Et on peut échanger des clés avec une base terrestre, avec un satellite qui est sur une orbite moyenne. D'accord. Et donc, la deuxième question posée par Mathieu. Donc, les technologies restent basées sur l'optique. Donc, effectivement, c'est soumis aux aléas météorologiques. Pluie, brouillard, neige, nuages, etc. Oui, effectivement. Satellite seul. Donc, est-ce qu'il y a des pistes pour d'autres longueurs d'onde? Alors ça, je connais pas voilà les applications avec les ondes radio. Donc effectivement, c'est toujours soumis à des aléas météorologiques. Mais par exemple, la longueur d'onde qu'on a choisi d'utiliser, qui est le 1550 nanomètres, déjà va pouvoir nous permettre permettre le satellite de travailler le jour et la nuit, alors que les systèmes qui ont été développés jusqu'à maintenant étaient à 800 et étaient obligés de travailler la nuit parce qu'il y avait trop de bruit ambiant la journée, donc les détecteurs étaient sensibles à ce bruit ambiant. Et donc la fenêtre atmosphérique est meilleure à 1550. Ça ne répond pas à tous les problèmes, mais ça améliorera déjà les choses. Et l'optique permet de transmettre, de coder l'information sur le photon. Donc c'est ça l'avantage aussi pour les aspects sécuritaires pour la génération de clés. D'accord. Merci, Johan. Merci à vous. Voilà, donc merci beaucoup pour cette présentation. Je vais passer maintenant la parole à Madame Géraldine Andrieux de la société Blue Morpho, qui va nous présenter Info Venture Summit et nous introduire aussi la société Envision. Donc, Géraldine, c'est à toi. Bonjour, merci beaucoup et toutes mes excuses. On a un petit peu de temps. Voilà, je voulais juste d'abord vous dire bonjour à tous et puis m'excuser pour cette arrivée un petit peu par la mauvaise porte. Toutes mes excuses, Johan, pour mon arrivée. Alors voilà, je suis là pour vous parler d'Info Venture Summit. Et pourquoi? Parce que dès qu'il s'agit de deep tech, de disruption et donc de technologie quantique, on ne peut ne pas parler d'Info Venture Summit, qui, comme vous le savez, est une conférence internationale. Et since it's an international conference, I'm going to switch to English now. And you will understand why, because I will introduce you, Sela, who is with us today, but let me first explain why I'm here. So I'm a happy member of Info Organization Committee. I'm part of the editorial committee, and also Info is based on this unique editorial committee based on private investors, deep tech private investors. They are the one able to invest in deep tech technologies, in very complex solutions that our startups are developing. There are not so many investors like those one.
If you look at the editorial committee of Info, it represents more than 10 billion euros under management, so a great opportunity for our startups. It's organized by Alpha RLH, Alpha Route des Lasers for people in France. And it has been, again, this year in 2020, a great success despite the COVID-19 situation. We have more than 350 executives joining from US, Europe, and Asia. We had 18 executives joining to make very interesting keynotes and participating to panel discussion during 4 weeks, 2 days a week, during 4 days, as I said. So it was a huge week in October for us. 27 investors explaining themselves, like what they are looking for through reverse pitching, and 26 startups selecting by this editorial committee for their high differentiation and high growth potential. Et je vais vous inviter à la suite de ces actions, puisque aujourd'hui nous avons parlé de la révolution est-elle déjà en marche dans les technologies quantiques. Le cas de Envision montre que cette révolution, elle est là. Elle a des applications très très concrètes aussi, et donc va permettre de développer des nouvelles, de totales nouvelles activités dans plein de secteurs industriels. Et on a besoin de ces évolutions-là. Et vous l'avez vu aussi, la grande nouveauté, la grande nouvelle de la journée avec le plan quantique qui a été annoncé par le gouvernement avec 1,8 milliard pour 5 ans. Donc, il y a une vraie volonté et c'est le moment aujourd'hui d'investir et de développer ces technologies-là. Et tout ça pour vous dire qu'on vous invite à rejoindre le meeting donc, de kick-off du NACIDIS Center qui aura lieu début mars. C'est un énorme projet pour la région, un fort potentiel de développement à la fois de technologies et de nouvelles activités, de nouveaux business. Et donc, on vous invite tous à vous enregistrer dès maintenant pour réserver votre place. À cause du Covid-19, on n'a pas beaucoup d'occasions de voir des grands shows, mais là, on pense que ce NACIDIS Center, ça va apporter énormément d'activités et de belles promesses pour le futur. Donc, n'hésitez pas. Hervé me précise que ce kick-off meeting sera prévu pour le 4 mars à 15h probablement, mais j'attends confirmation des organisateurs, bien évidemment. Donc, n'hésitez pas, enregistrez-vous dès à présent, puisque les places sont limitées et c'est toujours mieux d'être les premiers inscrits. Voilà, merci Géraldine. Donc, ça fait grand plaisir. Nous arrivons maintenant à la fin de ce webinaire. Donc, je tenais à remercier tous les intervenants pour leurs excellentes présentations. Je retiens aussi à remercier tous les participants. Donc, vous étiez nombreux. On a eu plus de 50 personnes en permanence pendant toute la durée du webinaire. Donc, ça a duré un petit peu plus longtemps que prévu. Donc, nous tenons à nous en excuser, mais c'est certainement dû à la grande qualité et à la passion des intervenants. À nouveau. Donc, voilà, vous pouvez retrouver tout ce webinaire sur notre site internet alpharlh.com. Donc tout va être publié, ça a été enregistré. Donc je tiens aussi à remercier David en régie qui a fait un excellent travail. Et donc la plateforme va rester ouverte encore quelques minutes et vous pouvez télécharger l'enregistrement sur le tableau d'événements situé en haut à droite. Voilà, donc merci encore d'avoir participé et nous vous souhaitons à toutes et à tous une excellente journée. Au revoir et à bientôt.